Pendant ce temps, outre-Atlantique, Donald Trump est sur plusieurs sujets à la fois. Il doit recevoir Benjamin Netanyahou avec pour objectif de mettre fin à la guerre à Gaza. Voilà la priorité absolue de Donald Trump, c'est ce que dit la Maison-Blanche. Et en même temps, Trump annonce au moins 25% de surtaxe sur les produits de plusieurs pays, dont le Japon. Que fait Trump ? Il fait du Trump, Jean-Michel Salvatore ? Trump, il y a un moment Trump en ce moment, il faut quand même le reconnaître, parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il est arrivé à remporter un certain nombre de succès. Il faut le reconnaître, et donc il veut un peu pousser son avantage. Alors les succès, il y a déjà eu le cessez-le-feu qui a été imposé entre l'Iran et Israël, c'est un premier succès. Il a fait plier l'OTAN sur les dépenses militaires, et puis il a fait adopter sa loi budgétaire aux États-Unis. Et donc voilà, il fait du Trump. Alors il fait du Trump à l'international en essayant de pousser son avantage sur Gaza, parce qu'il a beaucoup de mal à avoir les mêmes résultats sur l'Ukraine. Et puis, sur le plan économique, c'est toujours la même stratégie. Il essaye d'imposer des droits de douane. Et d'une certaine façon, on peut considérer qu'il a déjà gagné, puisque, avant Trump, par exemple, si on parle des droits de douane pour la France, on payait entre 2 et 3% de droits de douane. Il a fini par nous dire ça sera 25% sur l'automobile et l'aluminium. Il nous menace de 25% et même éventuellement de 50%. Et on a le sentiment qu'on va peut-être pouvoir s'arranger avec 10%. Si on a 10%, on sera content, mais 10%, ça sera quand même 3 ou 4 fois plus que ce qu'on avait avant. Sébastien Lié. Bon, sur la question des droits de douane, on a quand même l'impression qu'il est un petit peu empêtré dans un sujet qu'il traîne comme un boulet depuis son élection, puisqu'il ne cesse de reporter l'entrée en vigueur de ces droits de douane. Donc là, officiellement, pour le moment, ce serait au 1er août pour la plupart des pays, mais ça va faire quand même la 3e fois qu'on repousse l'échéance. Oui. Donc on n'est quand même pas à l'abri que d'ici le 1er août, il repousse à nouveau. Reculer pour mieux sauter. Il recule beaucoup, il saute pas énormément pour l'instant sur les droits de douane. Enfin, ça va faire 6 mois qu'il nous explique que le mois prochain, il va les appliquer. Les droits de douane, ils ont déjà augmenté de 25% sur l'aluminium, sur l'acier, sur l'automobile. Ça existe, c'est du concret, ça. S'il les repousse à chaque échéance pour l'ensemble des pays, le coup près est tombé. Le coup près est tombé. Donc ensuite, c'est sur le reste. Sur l'acier, c'est quand même, ça nous concerne directement. Mais l'automobile, c'est un peu plus, disparate, parce que je pense que de tout temps, on n'a jamais vraiment vendu beaucoup de Peugeot et de Citroën aux États-Unis. Mais l'acier, par exemple, c'est important. Oui, mais c'est un mode de négociation. C'est son mode de négociation qui a une certaine efficacité. Il faut quand même le reconnaître. C'est ce que je disais. Avant Trump, on avait 3% de droits de douane entre la France et les États-Unis, et là on risque de se retrouver avec 10. Donc il aura quand même d'une certaine façon gagné. Je jugerai le résultat final quand on aura le tableau définitif de tous les compromis, de toutes les droits de douane, et sachant qu'il faut quand même pas oublier qu'aux États-Unis on a des élections de mi-mandat qui arrivent très rapidement, et si jamais il y a des revers importants, peut-être que ces droits de douane changeront de sens. Donc je mettrai pas forcément une pièce sur le fait que ces droits de douane restent en vigueur bien longtemps. Maintenant, sur la question internationale, parce que pour moi là il y a un vrai contre-la-montre pour Donald Trump, c'est qu'il faut quand même pas oublier qu'il a été élu sur la promesse de mettre fin à toutes les guerres dans lesquelles les États-unis étaient impliqués. C'est paradoxal. Lui qui voulait c'est la paix par la force. Lui qui ne voulait pas plus être le gendarme du monde. Exactement. Il explique que finalement il continuer à enlever les troupes d'Afghanistan. Il va arrêter d'être le gendarme une fois qu'il aura mis fin à tous ces conflits. Bon, pour le moment, Jean-Michel l'a dit. Jean-Michel l'a dit sur le conflit ukrainien, il n'avance pas. Il a rencontré un mur qui s'appelle Vladimir Poutine, qui n'a absolument aucune envie de négocier parce qu'il continue d'avancer, en tout cas ses troupes continuent d'avancer. Sur la question palestinienne, on peut considérer que c'est un demi-succès, puisqu'évidemment sur la question iranienne, il a réussi à imposer ce cessez-le-feu, mais sur la question du Hamas, on a l'impression qu'on en est encore loin. Benjamin Netanyahou va tenter parce que Benjamin Netanyahou n'a aucun intérêt, ni je pense aucun envie d'un cessez-le-feu. Il le sait très bien. Et donc il va falloir qu'il soit persuasif. Le problème, c'est que Donald Trump a ses propres intérêts. Je pense pas que Donald Trump défende les intérêts d'Israël en demandant un cessez-le-feu. Il va surtout défendre ses propres intérêts politiques et les propres promesses électorales qu'il a fait à ses électeurs. Vous voyez les sondages aux États-Unis, une immense majorité des Américains, une petite majorité des républicains étaient contre l'intervention militaire contre l'Iran, et beaucoup de républicains lui en veulent et considèrent qu'il y a promesse qui a été bafouée. Et donc c'est une course contre la montre politique et électorale.
Oui, c'est quand même assez étonnant de revenir toujours à la politique interne, alors qu'en réalité, on est sur des sujets qui concernent des vies humaines. Bon, après, vous me direz, c'est pas la première fois, Jean-Michel Salvatore. Mais Trump, là, on voit bien la pression qu'il fait sur Netanyahou, parce qu'évidemment, Netanyahou n'a pas forcément intérêt à un cessez-le-feu, mais on voit bien que Netanyahou n'a plus beaucoup d'amis quand même dans le monde, et le seul ami qui lui reste, c'est quand même un peu Trump. Donc Trump essaye de lui imposer d'une certaine façon toujours la même chose. Hein, la paix. Lui parle pas très bien d'ailleurs. Trump, il essaye de lui imposer la paix par la force, hein, c'est son grand concept, et au fond, il le convoque à Washington, et puis d'un autre côté, vous avez quand même, il oblige des diplomates israéliens à se rendre pour discuter à Doha, au Qatar, pour discuter avec des représentants du Hamas. Les fameux proxys. Donc on verra. En fait, c'est très difficile de savoir de quel côté va tomber la pièce, mais là, on voit bien qu'il y a une offensive et que là, Trump essaye quand même de forcer la main de Netanyahou. Oui, sachant que Trump peut avoir aussi un excès de lassitude. Je me souviens de son trait de colère sur la guerre en Ukraine, où il avait envoyé Marco Rubio et qui avait dit non mais de toute façon, si ça commence à prendre trop de temps, on s'intéressera à autre chose. En gros, on n'a pas que ça à faire. Et il a dit la même chose avec Israël. Hein. Vous vous souvenez de cette interview à la descente de l'hélico où il disait il s'est mal comporté, il se comporte mal, ils font pas bien les choses. Donc oui, on sent que c'est un homme là c'était de l'exaspération vis-à-vis des frappes d'Israël alors qu'il y avait un semblant de cessez-le-feu. C'est un homme qui, encore une fois, qui sait qu'il n'a pas beaucoup de temps et qui est convaincu qu'il doit respecter ses promesses. Et je pense, vous vous souvenez de cette fameuse promesse, avec moi, la guerre en Ukraine, déjà n'aurait jamais eu lieu, mais elle sera réglée en 48 heures. Ça va faire 6 mois. Si vous voulez, donc il le sait très bien. Et puis un coup, il se rapproche de Poutine en se disant je vais régler ça avec lui. Après, il se détache de lui en disant ce qu'il fait est très mauvais. Moi, je pense que la géopolitique ne se gère pas comme une entreprise et je pense que c'est un homme qui a de grandes qualités pour manier l'économie, en tout cas la macroéconomie. Je ne suis pas certain que ces méthodes trumpiennes fonctionnent particulièrement bien dans un monde en guerre comme ce qu'on vit actuellement. Ouais, bon, écoutez, en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que on avait un sursaut Trump au début, c'est-à-dire qu'on a dit, Biden et Kamala Harris, ils ont rien fait pendant des. Alors, ce qui pourrait expliquer les choses, c'est peut-être la maladie cachée de Biden qui était visiblement impotent et qui même s'il avait la volonté de faire quelque chose, ne le faisait pas. Après, il aurait pu envoyer sa vice-présidente pour régler les choses et il y a des diplomates, des technos comme on dit, ça existe dans tous les pays, il y a suffisamment de diplomates pour régler ce genre de conflit. Et là arrive Trump à brûle-pourpoint en décembre de l'année dernière. Il arrive et il dit écoutez, voilà, moi je vais régler les choses. Donc il a secoué le cocotier, les quelques noix de coco sont tombées. En attendant, effectivement, ça s'enlise. La diplomatie, c'est pas si facile que sans doute il le croyait, mais en attendant, il a fait bouger certaines lignes. Peut-être un peu trop fort. Non mais le cocotier, il a fait un flop, mon édito. Mais il a fait bouger le cocotier, mais peut-être un peu trop fort, justement. Peut-être que les promesses étaient peut-être un peu trop importantes par rapport à la réalité. Vous savez, on reproche toujours aux hommes politiques, s'il ne faut rien, de ne pas bouger le cocotier, et si jamais il le bouge trop fort, de le bouger trop fort. C'est toujours pareil. Jean-Michel, le mot de la fin. Je pense que Trump, notre sage, notre maître Yoda, en doudoune. C'est vrai que Trump est évidemment très critiqué en Europe et a raison, mais c'est vrai qu'il a fait œuvre utile auprès des Européens en matière de défense, c'est-à-dire qu'il oblige les Européens à faire cet effort qu'on aurait qu'on aurait dû lancer il y a déjà très longtemps. C'est ça. Et je pense que ça, on lui enlèvera pas ça. Et je pense qu'il nous a rendu un grand service parce que si les Russes veulent attaquer un nouveau pays européen dans les 3 ou 4 ans qui viennent, comme les services de renseignement le disent parfois, je pense qu'on pourra remercier Monsieur Trump de nous avoir secoués. Merci Jean-Michel Salvatore, merci à vous Sébastien Ligné.